Bonjour à tous. J'essaie de voir le premier rang se remplit. Je pense que ce sera pour les retardataires. Donc, bonjour à tous, je suis donc Karine Deau, je co-préside avec Boubacar Seck le Conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux. Nous avons été sollicités par Décider Ensemble et la Fondation Nicolas Hulot pour contribuer à l'organisation de ce premier forum décentralisé sur la gouvernance écologique, ce qui nous a tout de suite réjouis pour différentes raisons. D'abord parce que ça nous permet de faire résonner les travaux du Conseil de développement durable et c'est une forme de reconnaissance de ces travaux que de participer à l'organisation de ce forum. Alors peut-être, je dis ce qu'est le Conseil de développement durable, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est une assemblée citoyenne qui porte des avis sous forme de saisine ou d'autosaisine sur des sujets qui relèvent ou non des compétences de la communauté urbaine, qui sont des sujets de préoccupation citoyenne sur lesquels nous nous mettons en cercle de réflexion et nous produisons des avis. Donc c'est un outil extrêmement ouvert qui relève de ce qu'on appelle la démocratie participative et qui a pour ambition de créer du lien entre les habitants, les usagers d'un territoire, le politique, les décisions qui peuvent se prendre sur ce territoire. D'où l'idée, je pense, de nous associer à cette journée consacrée à la gouvernance écologique. Sur les sujets proprement dit de développement durable, le Conseil, le C2D, s'est penché sur ces sujets-là à plusieurs reprises. Ce n'est pas l'objet unique de sa réflexion, loin de là, mais on est allé, au travers de groupes de travail, et je pense notamment au mode de vie environnement, sur des sujets qui ne sont pas forcément explorés et toujours mis en avant. Si on remet dans le contexte, on a commencé à travailler, c'est-à-dire il y a 4 ans ou 5 ans, je pense au sujet des résidus médicamenteux dans l'eau, qui était vraiment un sujet peu exploré à cette époque-là, qui maintenant devient un sujet de politique pour la communauté urbaine et un sujet sur lequel on se penche plus particulièrement. Je pense également à l'implication qu'on a eue dans la chaire de Leuze, donc qui est toujours en cours, la chaire Métropole Démocratie et Nature, qui est co-organisée avec la Fondation de l'Université de Bordeaux, avec Sciences Politiques et l'Université de Bordeaux-Montaigne, la communauté urbaine, EDF et Sistra. On a accueilli Cynthia Fleury, donc, qui a dirigé les travaux de la chaire il y a 2 ans maintenant, je crois, et on s'apprête à accueillir Mireille Delmas-Marty, qui viendra au mois de novembre, pendant une semaine, diriger les travaux de cette chaire, où on parle de justice environnementale, on parle de droit de l'environnement, donc ces sujets-là sont au cœur des discussions du Conseil de développement durable. On a également, au travers des sujets beaucoup plus pragmatiques, apporté contribution notamment à la politique de gestion des déchets de la communauté urbaine de Bordeaux en faisant les 24 propositions pour mieux gérer les déchets. Vous voyez, on va de la réflexion amont anticipatrice jusqu'à des éléments extrêmement concrets. Donc tout ça pour vous dire que ça nous a paru extrêmement pertinent de vous accueillir aujourd'hui avec la Fondation Nicolas Hulot et Décider Ensemble pour ce forum territorialisé qui est le premier d'une série de 3 qui ont pour ambition et objectif de nourrir des propositions qui seront présentées au CESE en novembre l'année prochaine. Donc un an, ou en automne l'année prochaine, un an de travaux qui, au travers des territoires, ont pour l'ambition de remonter effectivement quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se joue autour de ce sujet de la gouvernance écologique sur les territoires. Et l'idée ce matin, au travers du témoignage de nos invités
que je vais vous présenter tout de suite, c'est de rendre compte effectivement de ce qui se passe à l'échelle de la communauté urbaine, peut-être du département ou de la région, et que par votre investissement dans cette journée, vous contribuez à ces travaux. Donc après la table ronde, on partira en atelier. Je crois que l'animateur de cette journée, M. Clément Dupuis, vous expliquera tout à l'heure comment vont se dérouler les séances de travail qui vont suivre. Je vais peut-être, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, passer le micro à Valérie qui va dire un mot d'accueil au nom de la communauté urbaine. Valérie qui est vice-présidente de la communauté urbaine en charge du développement durable. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous. Karine Do a tout dit, donc ce qui est intéressant c'est qu'on passe à la table ronde. Je voulais simplement bien sûr dire que je partageais tout ce qui a été dit. Je voulais excuser l'absence de notre président Alain Juppé qui malheureusement ne peut être avec nous ce matin. Vous savez comme il est attaché à ces questions. Il a été, vous savez, l'artisan d'ailleurs en termes de gouvernance, nouveau mode de gouvernance à 5, l'artisan du Grenelle de l'environnement en 2007. Et nous avons essayé de transposer ici sur ce territoire un peu ce nouveau mode de faire, car si les collectivités ont beaucoup de choses à faire en la matière et veulent être plus exemplaires et avoir une capacité d'entraînement, on ne pourrait rien faire sans évidemment une adhésion, une appropriation, une mobilisation, une adhésion forte de l'ensemble des acteurs. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Le C2E, Karine vous a expliqué un peu quelques chantiers, pistes tout à fait extrêmement utiles et novatrices qui ont permis de contribuer à l'état, enfin à l'avancée de la réflexion, puisque ça va se traduire maintenant, vous avez cité les résidus médicamenteux, enfin tout un tas de pistes qui ont été ouvertes et qui aujourd'hui font l'objet d'un traitement. En tout cas, nous avons essayé de faire en sorte qu'ils soient pris en compte dans l'évolution de nos politiques. Je donnerai peut-être tout à l'heure quelques exemples de ce que nous faisons ici à l'échelle de la communauté urbaine de Bordeaux ou dans les 28 communes, quelques exemples concrets. Ce qui est important aujourd'hui, et je suis très heureuse que ce forum, un des 3 forums, sur le thème de la gouvernance écologique sur les territoires ait lieu ici à Bordeaux en partenariat avec le C2D. C'est une question extrêmement importante et ce qui nous motive en participant à cette réflexion et à travers les ateliers qui vont suivre cette table ronde, c'est qu'on regarde de façon extrêmement concrète quelles sont les marges de manœuvre que nous avons encore pour nous améliorer dans ce domaine. Nous avons ici des partenaires, des acteurs, que ce soit les services de l'État extrêmement impliqués, les associations, la société civile, également les enseignants qui s'investissent beaucoup également à Bordeaux, par exemple, ici à l'échelle de la Cube, dans le cadre des juniors du développement, donc toute l'éducation au développement durable. Donc, nous avons énormément d'acteurs qui sont très impliqués, qui sont très engagés et qui, je l'espère, vont témoigner également à l'occasion de ce forum de ce qui est fait. Et encore une fois, ce qui nous importe, c'est de voir quels sont les axes d'amélioration possibles et puis au travers un peu de benchmark de ce qui est fait par les uns et par les autres sur ce territoire ou dans d'autres territoires, de voir un peu comment, encore une fois, on peut aller plus loin. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire pour l'instant. Et je remercie évidemment, pardonnez-moi, vous l'avez fait Karine, mais je remercie également les initiateurs de ce forum. Les initiateurs de ce forum, la Fondation Nicolas Hulot et l'association Décider ensemble. Merci. Pardon pour ce petit intermède pluvieux. Ça veut dire que le sein est humide. Ouais, voilà. C'est les orages d'hier soir. Si on pouvait éviter de prendre tous une douche. Bien, alors il est peut-être content de vous présenter les intervenants de cette table ronde. Voilà, c'est petit intermède, donc pardon, c'est un petit peu déstabilisant. Donc, tout à ma gauche, Bruno Verlon, qui est directeur adjoint au commissaire général du développement durable, qui témoignera tout à l'heure de la gouvernance à 5 au niveau national. Juste à ma gauche, Dominique Bourg,
Bourg, à qui je vais redonner la parole après, qui va ouvrir cette table ronde, donc qui est philosophe, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, et qui va donner le ton, on va dire, de cette journée par son propos introductif. Et complètement à ma droite, M. Paul de Vigry, qui est secrétaire général de Décider Ensemble, membre du CESE, qui interviendra, peut-être resituer la gouvernance écologique dans le cadre du Grenelle et effectivement comment aujourd'hui on appréhende ce sujet de cette gouvernance à 5 dont parlait à l'instant Anne-Valérie. Donc je donne l'autre micro à M. Bourg. Merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais dresser une sorte d'appel à l'imagination, mais pour le fonder, il va falloir parler un peu de choses qui fâchent et qui ne sont pas toujours très agréables à entendre. On vient encore de constater là, on fait beaucoup de choses dans le développement durable, certes. Mais en fait, quand on regarde les grands indicateurs, eh bien, malheureusement, force est de constater que depuis qu'on parle de développement durable, je vais être un peu injuste parce que je vais remonter un petit peu avant même que l'expression soit née. En fait, au fameux, vous connaissez tous, sommet de Stockholm, en juin 1972, c'est là où les 3 piliers sont fondés. Vous trouvez déjà les principes du développement durable à Stockholm. Donc ça fait plus de 40 ans que l'on parle de développement durable, et pendant ces 40 ans, tous les grands indicateurs ont continué à se dégrader. Nos émissions de gaz à effet de serre, comme vous le savez, ont explosé. Quand on parle de climat, souvent on ne sait pas tellement de quoi on parle. Les gens parlent de crise climatique, on parle de crise écologique. Et une crise, ça vient du grec tranché, krinein, c'est un moment de rupture, on sort d'une normalité, on ne s'amuse pas trop pendant quelques temps, et on revient à une nouvelle normalité. Le climat, c'est pas ça. C'est 1800 ans d'effets directs forts, c'est 5000 ans d'effets directs un peu moins forts. Ensuite, c'est un décrescendo pendant quelques milliers d'années. Et si vous considérez les effets très indirects, par exemple, en termes d'atteinte à la biodiversité, l'échelle de grandeur, c'est plusieurs millions d'années, puisque c'est le temps de reconstitution. Donc on n'est pas dans une crise, on rentre dans un monde nouveau. Et manifestement, on ne veut pas le voir, parce que ce qu'on fait, même si on y déploie beaucoup d'énergie, apparemment n'arrive pas à toucher les mécanismes qui font que le cours du monde, au bout du compte, ne change pas, en tout cas suffisamment, pour ne serait-ce qu'enrayer la dégradation des grands indicateurs. Je parlais de climat, encore un mot sur le climat, c'est vraiment important. Vous savez que nous n'avons aucune chance maintenant de nous stabiliser à la barre des 2 degrés. Pour le faire, il faudrait qu'on décide à Paris de baisser. Ah, mais d'ailleurs, on ne va pas le faire avant janvier 2021, puisqu'on a une période d'engagement qui va jusqu'en décembre 2020, de baisser de 5% par an en moyenne les émissions. 5% par an en moyenne, imaginez ce que ça signifie pour un pays comme la France. Vous pouvez multiplier facilement par 4. Comment voulez-vous qu'on baisse les émissions de CO2 de 20, voire plus, % par an? Et là aussi, on est dans une logique qui nous prend un revers. Notre logique reste une logique à dominante économique. Si vous demandez à un économiste, il faudra attendons taux d'actualisation. Nous serons plus riches dans l'avenir, on peut commencer maintenant un peu en douter, nous serons plus riches dans l'avenir et nous pourrons intervenir. Là, non, physiquement, c'est absurde. Sachez que, finalement, en 2027, même si on est assez un petit peu vertueux, sur des traits, comme je viens de dire, non, mais si on n'est que moyennement vertueux, en 2027, de toute façon, on ne pourra plus jamais revenir sur cette histoire des 2 degrés. Les 2 degrés, ça veut dire simplement le seuil qu'il ne faudrait pas franchir, c'est le seuil à partir duquel, eh bien, si vous voulez, les choses vont devenir difficilement maîtrisables, avec des seuils violents, avec des surprises, etc. Donc voilà, on est là, et si je regarde les autres indicateurs, si je regarde par exemple la richesse génétique des populations, c'est pas mieux. Regardez le nombre de plantes cultivées aujourd'hui, leur variété au monde. Ça fait des décennies qu'on a stoppé le système traditionnel, les paysans qui ressemaient et qui augmentaient naturellement la diversité génétique. Regardez les questions de flux de matière. Moi, je me suis beaucoup intéressé dans les années 90 à l'écologie industrielle. Je continue à m'y intéresser, mais
on n'attend plus des miracles. Mais le fondement de l'écologie industrielle, c'est l'étude de ce qu'on appelle le métabolisme industriel, c'est-à-dire les flux de matière et les flux d'énergie qui sont sous-jacents à nos économies. Et bien finalement, il y a quelques grands experts au monde, je pense à Bobert, je pense à Batasmi, etc., mais les pauvres, ils sont neurasthéniques. Ça ne passe pas. Et on sait que ça ne passera pas. Et on ne bouge pas. Là, on a vraiment un énorme, un très gros problème. D'où, effectivement, un appel à l'imagination. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, vous le savez très bien, c'est très compliqué. Ce qu'il faudrait qu'on parvienne à changer, ce serait ce qu'on appelle les modes de vie. Je reconnais, pour changer un mode de vie, c'est pas une chose. Franchement, l'inertie est vraiment importante. Et nous autres humains, bien finalement, on a plutôt tendance à réagir lorsqu'on constate des dégâts immédiats et qui nous touchent. Et plus encore, dont on est responsable. Là, on se sent même obligé. Et vous le savez, les dégâts environnementaux, on ne les perçoit pas. Nos sens ne nous disent rien sur le changement de la composition chimique de l'atmosphère. S'il y a des micropolluants dans cette salle, ils ne nous disent rien. Ils ne nous permettent pas d'appréhender la diversité génétique. Ils ne nous permettent pas de savoir que telle ou telle ressource au monde est déjà aujourd'hui sous tension. Et les prix ne le font pas non plus, alors soyons sérieux. Regardez aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe avec les gaz de schiste. Le problème, c'est pas simplement qu'on repart dans du pétrole, c'est que de l'huile de gaz de schiste ou des pétroles tirés des sables bitumineux, en termes d'énergie, c'est l'énergie nécessaire à retirer le baril, ça n'a plus rien à voir avec le Gawar en Arabie Saoudite il y a 30 ans. C'est 10 fois plus de CO2 pour extraire le baril. On s'en fout. Bon voilà, on est face à ça. L'autoritarisme, ça ne servira à rien face à ça. Effectivement, le seul moyen qu'on a d'essayer de changer, c'est effectivement l'imagination. Et c'est dommage parce que partout au monde, il y a des expériences intéressantes qui se font. Le fait, par exemple, quelque chose comme Blablacar en France, c'est quand même assez génial. C'est maintenant plus de 10 millions d'abonnés. C'est ce qu'on appelle du car sharing. Donc c'est quand même normalement autant, on va voir si c'est pas différemment, mais autant normalement d'émissions de CO2 en moins. C'est une réponse extrêmement intelligente. Les défauts dans les grandes métropoles quand même du réseau des transports en France. Je suis désolé de le dire, moi j'habite en Suisse. N'importe quel petit village est accessible par le train, et évidemment, pas monter au-dessus des montagnes, mais il y a le car postal. Alors c'était une réaction très intelligente que Blablacar, parce qu'on n'a pas ce réseau ici en France. Donc voilà, il y a de l'imagination, il y a des expériences, et puis effectivement on est ici sur la question de la gouvernance, on est ici sur la question de la participation, et puis la gouvernance et la participation, c'est ce qui peut faire bouger les consciences, c'est ce qui peut faire passer l'information, c'est ce qui peut faire partager l'information. Si on n'est pas convaincu des difficultés dans lesquelles on est, et c'est très difficile de l'être, comme je l'ai dit, parce que c'est abstrait, parce qu'on ne le voit pas, eh bien on ne bougera pas suffisamment. Donc voilà, la gouvernance participative, il ne faut pas non plus attendre des miracles, mais sans elle, en tout cas, on ne bouge pas les esprits. Et c'est donc un élément fondamental. Moi je ne regrette qu'une chose, c'est que la dynamique du Grenelle ait été cassée. La première vague du Grenelle, chacun a vidé son sac. Donc on a eu une multitude de petites propositions, 250, et puis celles qui étaient structurantes ont passé à la taxe carbone, la trame verte et bleue, vraiment structurante, obligatoire, etc. Mais si on avait continué la dynamique du Grenelle, au deuxième round, il a fallu cette fois-ci inventer, trouver un seuil de propositions plus intéressant, ça aurait vraiment été intéressant. Malheureusement, ça a été cassé. Et voilà, plaidoyer pour cette gouvernance multiple, plaidoyer pour la participation, plaidoyer pour le transfert, pour le partage d'informations, n'est pas suffisant dans ces domaines où, encore une fois, nos sens ne nous apprennent rien. Donc là, on a un instrument, faisons-le, développons-le de manière intense, et puis agençons-le de telle sorte qu'il ouvre les esprits et qu'on n'hésite pas à imaginer, et sans se laisser abattre, effectivement, par un constat qui n'est pas très drôle, il faut bien le dire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être me tourner vers Paul de Villigry qui a peut-être présenté des idées ensemble plus amplement que je ne peux le faire et rebondir sur les propos de Dominique Bourg, justement sur le Grenelle et cette ambition d'une construction collective, on va dire, d'un futur souhaité.
Écoutez, je vais essayer de continuer à enfoncer le clou que Dominique Beau ce que Dominique Beau a fait. Alors, auparavant, en quelques mots, je suis effectivement le secrétaire général de Décideurs et d'Ensemble, qui est présidé par Bertrand Tanchet, qui, il y a maintenant presque 10 ans, a eu cette intuition, alors qu'il était dans la Meuse. Il n'était pas député, évidemment, mais il était confronté à un problème très précis, très concret, qui était l'installation à Bure, les fameuses installations de stockage des déchets nucléaires. Et donc il s'est lancé, poussé, il était à ce moment-là maire ou conseiller général, il n'était même pas encore président du conseil général. Il s'est lancé dans une discussion avec à la fois les entreprises, mais l'ANDRA et tous les organismes d'État. Et cette discussion d'ailleurs continue toujours. Notre chef directeur nous le dira peut-être, mais cette discussion continue toujours, il est toujours confronté à ce problème sur place. Et donc il a été très sensibilisé à ces problèmes environnementaux, et un jour il s'est dit on ne pourra en sortir que par la mise en œuvre d'une véritable gouvernance participative. Et c'est là qu'il a créé, avec quelques personnes, dont Dominique Beau d'ailleurs, moi-même et un certain nombre d'autres, Décider Ensemble. Alors, Décider Ensemble, c'est une toute petite association qui est dirigée par Luc Picot, qui est ici, et qui réunit à la fois des élus, des chefs d'entreprise et des ONG en particulier, associatives, et qui a pour but, toujours, je dois dire, d'élaborer et de diffuser et de promouvoir les principes et méthodes de la gouvernance participative et de ce que l'on appelle la concertation. Voilà, en gros, ce qui est décidé ensemble, si vous voulez, rapidement. Moi-même, après, je suis peut-être le seul ici à être retraité, donc je rappelle simplement que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, et que ces problèmes de gouvernance participative, il y a sans doute des membres ou des membres élus ou salariés du Césaire de cette région, et donc Madame la présidente à ma gauche de la CLE, si vous voulez, c'est une instance, ce sont des instances où on pourrait espérer, je dis bien espérer, parce que c'est de moins en moins le cas pour ce qui nous concerne au niveau du CESE, qu'ils mettent en œuvre les principes de base de la gouvernance participative. Et je voudrais en dire deux mots pour nous. Ces principes de base sont les suivants. D'abord, c'est le regard croisé. La gouvernance à 5, c'est quoi finalement? C'est de mettre ensemble des acteurs différents, des parties prenantes différentes, et de les y inviter à la fois à s'entendre, à s'écouter et à se parler. C'est ce que j'appelle le regard croisé. Dans les CESE, on devrait, ou les Césaires, on devrait avoir ce regard croisé, puisqu'on réunit les patrons, les salariés, les associations, les ONG, les artisans, les professions libérales, etc. Deuxième principe, c'est que la concertation et la gouvernance participative, qui n'est pas la décision, c'est effectivement, si vous voulez, de prendre un risque. C'est d'accepter de changer. C'est le risque de changer. Quand vous êtes dans une instance où vous vous confrontez à d'autres, vous acceptez à la fois de les entendre, de les écouter, même si vous avez des convictions, et si vous les défendez, ça n'enlève pas, j'allais dire,
la capacité à avoir des convictions, et d'ailleurs pour pouvoir dialoguer et avoir véritablement un regard croisé, il faut avoir d'abord des convictions. Si on n'en a pas, on est incapable. Le consensus nous, ça n'existe pas. J'y reviendrai. Donc, c'est le risque de changer. La gouvernance participative, la démocratie participative, c'est le risque, je parle devant des élus aussi, je m'en excuse, c'est le risque que l'élu soit confronté à un changement. Et ça, c'est un risque dont on a peur, tout un chacun. On a peur que ce risque, de courir ce risque. Et en plus, c'est pas forcément facile. Voilà. Et troisième méthode, le principe de la gouvernance participative, à mon sens, c'est que, si vous voulez, je pense que c'est l'aboutissement d'un travail amont qui est important. On ne peut pas mettre en œuvre ce processus de gouvernance participative sans d'abord être informé, connaître le sujet dont on va parler, avoir un travail d'experts ou de non-experts personnels et collectifs. Si vous voulez, autrement, j'allais dire, c'est le regard croisé s'enrichit de la connaissance des autres et de soi-même. On apporte quelque chose, mais si on n'a rien à apporter, on est exclu du tour de table. C'est évident. Donc il faut, dans le processus de la démocratie participative, on commence toujours par l'information, le travail de connaissance, l'expertise, ensuite on met en œuvre la gouvernance à 5, si je puis dire, et on l'a bien vu dans le Grenelle, quand M. Borloo, avec M. Juppé, ont lancé le Grenelle de l'environnement phase 1, moi je peux vous dire, en ayant été témoin de cela au Conseil économique et social et environnemental, il y a un énorme travail des acteurs qui s'est fait en amont, et ils sont arrivés pour effectivement déverser leur planning, comme dit Dominique Beau, sur la table d'abord, et ensuite essayer de s'enrichir les uns des autres. Après, ça s'est enlisé dans les sables et dans l'appareil normatif et administratif, mais de tout le monde d'ailleurs. Alors, simplement pour terminer, je voudrais reprendre les 3 mots de ce forum. Gouvernance. Pour nous, la démocratie ou la gouvernance participative, cette mise en œuvre de la gouvernance participative, c'est pas un luxe. C'est pas quelque chose qui est rajouté. C'est quelque chose qui doit être intégré complètement dans le processus de décision, quel qu'il soit. On ne concerte pas pour concerter. On ne concerte pas pour faire plaisir, excusez-moi madame, à ses concitoyens. On ne concerte pas, on concerte parce qu'on en a besoin et parce qu'on a travaillé avant et qu'on veut croiser son regard avec celui des autres. La gouvernance participative écologique. Effectivement, les grands experts et spécialistes et philosophes, sociologues, dont Dominique Beau fait partie, ont fondé d'abord cette gouvernance participative dans les domaines écologiques et environnementaux. Et on leur doit d'avoir lancé ce concept extrêmement important et fondamental, parce que les problèmes d'environnement ont besoin d'être partagés par l'ensemble des décideurs et des populations. Par contre, je pense personnellement que la méthode peut s'appliquer à tous les champs d'activité. C'est-à-dire au domaine de la santé, d'ailleurs santé, environnement, on le voit, mais au domaine de l'entreprise, au domaine des managers, etc. Et donc, la gouvernance participative, si vous voulez, n'est pas l'affaire des environnementaux. Ce n'est pas une posture que les environnementaux adopteraient et puis balanceraient entre guillemets aux autres. Non, c'est une méthode
un concept qui doit être intégré par l'ensemble des acteurs, qui doivent intégrer dans leur propre processus de décision. Quand vous dites ça à un syndicaliste ou à un patron, c'est difficile, croyez-moi, au CESE. Quand vous parlez de gouvernance participative et de démocratie participative, c'est le silence abyssal. Il faut travailler pendant des mois pour introduire dans un rapport ou un avis du Conseil économique, social et environnemental ce concept-là. Et de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on reste et on revient aux positions de posture. Or, les postures verticales, c'est contraire et c'est antinomique avec la gouvernance participative. Et enfin, dernier point, le mot territorial. On s'imagine toujours que c'est une affaire nationale. Et M. Garland va nous en parler. Bien sûr, c'est une affaire nationale. Et on peut regretter d'ailleurs une certaine évolution de notre gouvernance nationale depuis très longtemps, qui nie totalement ce que j'appelle, moi, le principe de subsidiarité, et qui donc nie la gouvernance participative. Ceci dit, je pense personnellement, et c'est l'intérêt de ces forums, que décider ensemble la Fondation Nicolas Hulot, on sait, c'est que c'est complètement applicable au moindre projet local, à la moindre initiative, si vous voulez. Au passage d'une route, je me rappelle avoir fait des formations à des chefs de projet d'EDF ou de GRTGaz, si vous voulez, pour qu'ils puissent implanter leurs lignes. Les stations alpines, les bords de mer, si je puis dire, les stations littorales, etc. Le moindre projet, dans la conception même du projet, il faut intégrer, à mon sens, en l'adaptant, en mettant en forme par rapport à la réalité du terrain, évidemment, cette méthode de la gouvernance participative. Et donc, ce n'est pas réservé à quelques experts. C'est véritablement une méthode à mettre en œuvre par tout le monde, et pas seulement les élus, mais également le moindre chef d'entreprise, le moindre chef de bureau ou de service ou directeur d'administration, le moindre préfet et le moindre responsable syndical. Voilà ce que je peux dire sur cette, j'allais dire, gouvernance à 5, puisqu'au fond, c'est cela, si vous voulez. Je pense que, et c'est ce que décider ensemble depuis 7 ans, essaye de contribuer à faire, d'élaborer cette méthode. Voilà, merci. Excusez-moi de voir été trop long. Non, pas du tout. Merci. Donc, cette question d'échelle, effectivement, est extrêmement intéressante. On voit à l'échelle décider ensemble, l'échelle du Conseil de développement durable d'une communauté urbaine, cette même préoccupation de réfléchir ensemble et de mettre en discussion les différents acteurs. M. Paul Viguerie parlait de la complexité peut-être de l'échelle nationale pour aborder ce sujet-là. Je vais passer le micro à Bruno Vernon qui va nous donner son point de vue. Merci. Alors, je veux tout d'abord dire que je suis très content de pouvoir participer à ce genre de séminaire, ce qui nous donne l'occasion en administration centrale d'écouter et de voir finalement les initiatives de terrain. Et Madame la Présidente, je voudrais que vous fassiez part à Monsieur le Premier ministre du fait que, vu notre administration régionale et territoriale et vu du ministère, véritablement ce qui se fait dans l'agglomération bordelaise est particulièrement intéressant, novateur. Donc c'est à la fois, je connais des initiatives, elles ont été évoquées, M. Juppé au niveau national, mais je crois qu'on peut dire également qu'à l'échelle de Bordeaux, à l'échelle de la métropole, les initiatives sont tout à fait remarquables. Donc, dans mon propos, je vais d'abord rejoindre le constat, je dirais, le cri d'alarme lancé par Dominique Bourg il y a quelques minutes. Je dirais à peu de choses près, quand il a évoqué l'enjeu climatique, lorsqu'il a évoqué, je dirais, les problèmes
de perte de diversité biologique. Ce sont effectivement les deux enjeux principaux à l'échelle planétaire. Je pense que c'est important de le dire, à l'échelle planétaire, qui ont été rappelés donc par le président de la République lorsqu'il a ouvert la première conférence environnementale en septembre 2012. Ce sont effectivement deux enjeux essentiels auxquels nous devons faire face. Je vais rejoindre également sur le fait que le concept de développement durable, même si il est né au début des années 70, il a trouvé sa traduction, sa prise de conscience dans l'action dans les années 90 et de façon encore plus prégnante dans les années 2000. Alors, je ne vais pas, vous comprenez, un fonctionnaire est aussi tenu à une certaine obligation de réserve. J'ai été nommé par le précédent gouvernement, je sers sous l'actuelle majorité présidentielle, donc je ne vais pas vous faire un exposé sur les mérites comparés du Grenelle de l'environnement et de la nouvelle méthode proposée mise en œuvre par l'actuelle majorité. C'est simplement porter un éclairage factuel neutre au travers, pour éclairer, je dirais, c'est quoi une bonne ou une mauvaise participation, quels sont les points clés en matière de gouvernance, peut-être pour éclairer aussi, vous éclairer sur un plan général et éclairer vos réflexions dans les ateliers. Et nourrir donc cela au travers de travaux de recherche. Donc ce n'est pas le ministère a financé des travaux de recherche qui se sont étalés sur la décennie, sur une dizaine d'années à partir de 2002 jusqu'en 2012. Les conclusions ont été faites en 2013 et déjà présentées, mais je vais y revenir. Ce programme, c'est concertation, décision, environnement. Donc c'est finalement comment se prennent les décisions, qu'est-ce que c'est que la concertation, comment la concertation peut jouer sur la prise de décision, plus sur le thème de l'environnement. Et prendre trois exemples. Celui des démarches des écoquartiers. La recherche, les travaux de recherche, donc, encore c'est la communauté scientifique analysant plusieurs situations, confirme que là où la collectivité garde la maîtrise, j'ai dit la maîtrise d'ouvrage, non, la maîtrise d'ouvrage, mais derrière la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise, garde la maîtrise du process de l'amont vers l'aval. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est là où elle ne décide, là où elle ne choisit pas de demander, ça pourrait être une solution de facilité, à un maître d'œuvre de lui proposer une solution clé en main. C'est ça que je dis, lorsque la maîtrise d'ouvrage garde la maîtrise du processus. D'abord, collectivité, aux commandes, tout au long du processus. Deuxièmement, implication du public et des parties prenantes tout au long du processus. Et on sait peut-être, quand on regarde ça, que les processus où on concerte, où on consulte le public en aval, sont de ce point de vue-là moins bons que des processus où on associe le public et où on co-construit avec les parties prenantes. Donc cette notion de processus itératif et de construction itérative avec et sous la houlette de la collectivité maître d'ouvrage, ce sont, je résume, les indications que nous donnent ces travaux de recherche, ce sont les situations où les projets sont les plus aboutis et les mieux partagés. Premier éclairage que nous apporte la recherche. Le deuxième, et nos deux intervenants précédents en ont parlé, extrêmement important, je vais, vous disiez enfoncer le clou, nécessité de donner toute l'information au sens où il ne faut pas que la collectivité, ou que le maître d'ouvrage, parce que je dis la collectivité, mais ça peut s'appliquer tout aussi bien à un établissement public d'aménagement ou à un industriel, ne pas faire partager l'expertise. Le processus doit être l'occasion de faire partager l'expertise, et j'allais dire, pour bien me faire comprendre, même à ceux qui peuvent être des opposants au projet. L'expérience nous montre que là où le maître d'ouvrage, l'expérience, la recherche, donc c'est pas un sentiment comme ça, hein, c'est que ce sont des travaux de recherche menés par des scientifiques qui concluent que là où le processus
dans l'itération, permet de faire partager l'expertise par tous, sont des projets où, in fine, eh bien, ils sont le mieux appropriés, enfin le mieux acceptés à la fin. Alors, effectivement, ça veut dire qu'il faut prendre le risque de faire partager de l'information à ceux qui peuvent être un autre travail de recherche qui porte sur l'expertise, enfin, comment se construit l'expertise. Donc c'était plus sur les travaux de recherche. Montre qu'également, on n'a pas toujours un diagnostic partagé avec les éléments d'information partagés sur le territoire. Là aussi, ce que montrent ces travaux, c'est qu'il faut construire une expertise collective et finalement, quelles sont les données factuelles. Là, en l'occurrence, il s'agissait de dossiers sur les camps de Fosberg, bon, où l'élu a pris l'initiative de mettre en place un observatoire et de mettre tout le monde, vous voyez, ce genre d'exemple. Autre point assez difficile, alors peut-être M. Bourg pourra m'aider parce que c'est plus difficile à exposer, c'est le nœud qui est que lorsque l'on passe de l'intérêt général désincarné, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un sujet sans qu'on soit encore en train de parler d'un sujet concret. Souvent les gens sont d'accord. Comment se fait-il, et les gens étudient, que lorsqu'on passe à un projet, alors là ça commence à se cristalliser. Donc les chercheurs essaient de regarder. Alors une des éclairages qu'ils apportent, c'est de dire, bon, faut faire attention parce que la plupart du temps, le champ, en termes de géographie, sur lequel s'appliquent les procédures liées à un ouvrage, ne recouvre pas totalement le champ, enfin le bassin des gens concernés. C'est-à-dire qu'il y a des insatisfactions, donc il faut trouver des moyens de faire en sorte que même ceux qui ne sont pas stricto sensu dans le périmètre de la consultation au titre du projet, et que deuxièmement, il faut, et c'est une difficulté extrêmement importante, arriver à placer le sujet sur le terrain d'une expertise neutre, c'est-à-dire que le débat se dépassionne et voilà. Avec une difficulté que voient poindre un certain nombre alors je ne sais pas si je peux dire des sociologues, c'est sur certains projets la cristallisation de postures, c'est-à-dire le refus de discuter de façon objective et dépassionnée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dépasser le stade qui normalement est dans un processus. La première réunion, tout le monde, enfin la première réunion, on a des interventions de posture. Deuxième réunion, enfin, vous voyez, et qu'on n'arrive pas à dépasser, donc c'est des trouver, et ça, d'après les chercheurs, ça peut expliquer un certain nombre de blocages, c'est que un certain nombre d'acteurs restent sur des positions de posture. Dernier point, alors ça, c'est une expérience qui m'a été donnée, j'ai participé à un séminaire organisé par la société francophone de ceux qui s'occupent d'évaluation environnementale dans les différents pays. Et c'est un Canadien qui en est le délégué général. Dans son intervention, il disait qu'une des limites de la gouvernance participative est liée au fait que lorsqu'on a une concertation à l'échelle d'un territoire, on peut, eu égard aux enjeux, favoriser l'un ou l'autre des piliers. Et que c'est une des limites de la gouvernance participative. Et qu'on pourrait très bien, par rapport aux enjeux écologiques, imaginer que dans un bassin d'emploi où l'emploi est prédominant, et bien que collectivement on soit prêt à baisser la garde sur un certain nombre de considérations de nature environnementale, écologique ou sociale. Et que ça, seul l'élargissement du cadre, ou le fait qu'il y ait un certain nombre de règles qui s'imposent voilà. Donc il faut faire attention que la gouvernance participative doit quand même s'exercer dans un cadre. C'est pas laissons les acteurs localement décider, parce que dans certains cas, ils pourraient privilégier le maintien de l'économie, de l'emploi, des dégradations des conditions sociales et environnementales, ce qui est inacceptable. Voilà. Alors, voilà un petit peu les éclairages. C'est vrai que donc la nouvelle majorité présidentielle a, au niveau des instances nationales,
est passé de la gouvernance à 5 à la gouvernance à 6. Alors bon, peut-être savez-vous ce que ça veut dire, mais c'est simplement qu'ils ont introduit un nouveau collège, qui est le collège des élus, des parlementaires, c'est-à-dire considérant qu'avant, dans le CND, enfin l'instance nationale issue du Grenelle, j'ai connu les deux, hein, donc il y avait les collectivités, mais qu'on mélangeait dans les collectivités, je dirais territoriales, du conseil régional, et les élus nationaux. Et qu'il était préférable d'avoir des représentants des collectivités locales, territoriales, et des élus nationaux, qui d'ailleurs participent, hein, donc députés, sénateurs, parlementaires européens, et qui éclairait le débat. Bon. Donc pour dire quand même que cette gouvernance à 5 ou à 6, elle a, en tout cas au niveau national, dans le Conseil national de la transition écologique, été reprise et confortée. Alors, je voudrais terminer en disant qu'un des apports, ça je crois que c'est de M. Le que j'ai vu à cette gouvernance à 5 je l'ai vu appliquée à d'autres champs que celui de l'environnement ou de la santé. Et je l'ai vécu. C'est l'année dernière sur un sujet qui est un sujet qui a trait à l'environnement, mais pas seulement, qui est à l'éducation, à l'environnement, au développement durable. Sujet, c'était une des tables rondes de la dernière conférence environnementale. Bien, cette table ronde, elle a été coprésidée par le ministre de l'Éducation, enfin à l'époque c'était par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ministre de la Jeunesse et des Sports. Je peux vous dire que ça s'est senti en séance. Il l'a dit en aparté. Le ministre de l'époque, c'est pas la question, c'est pas la personne, c'est que discuter dans cette table ronde de la façon dont on pourrait introduire dans les programmes scolaires l'éducation à l'environnement ou au développement durable, ben c'était la première fois qu'il en discutait dans une enceinte où il y avait toutes les parties prenantes autour de la table et qu'il n'était effectivement pas habitué à ce genre de discussion où il discutait avec des bords d'élèves, il discutait avec des enseignants et des fédérations d'enseignants, il discutait parfois avec des fédérations d'enseignants et des bords d'élèves, et c'est que la première fois, et il a vu tout l'intérêt. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour ça que ça va changer, que demain on va... bon. Mais vous voyez que cette gouvernance à 5 ou à 6, le fait de discuter avec l'ensemble des parties prenantes, et en fait finalement avec l'ensemble de la société civile, même sur d'autres sujets que ceux liés à l'écologie ou à l'énergie, eh bien, un certain nombre d'acteurs en voient tout l'intérêt, parce qu'au moins aussi, et ceux qui ont vécu, c'est que les acteurs, non seulement ils interpellent le pouvoir public ou la collectivité, mais ils s'interpellent entre eux. C'est-à-dire que ce qui fait aussi la force de cette discussion, c'est que les acteurs, quand ça marche bien, ils discutent entre eux, c'est-à-dire que la société civile, voilà, et ça c'est important, et moi je suis comme vous, hein, je milite, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples, les agendas 21, là aussi on a un colloque le 4 décembre, je termine là-dessus, colloque national sur les agendas 21, pour lancer une nouvelle génération d'agenda 21, et bien ce que l'on a vu, et ce sera sûrement un des thèmes majeurs, des thèmes forts pour les agendas 21 demain, c'est que là où ces agendas 21 se sont construits, pas seulement avec les habitants ou le public, mais avec l'ensemble des parties prenantes, le monde économique, le monde universitaire, le monde hospitalier, enfin, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, il y a un plus. Vous voyez ce que non. Et que, on voit que certains agendas 21, peut-être considération, non, la participation, c'est essentiellement participation des habitants, des discussions dans les quartiers, etc. Mais que impliquer l'ensemble des partenaires, eh bien, lorsqu'on met cette réflexion au niveau national, l'intérêt, je pense, du niveau national, c'est de permettre d'être ce lieu d'observation, de concertation, puis de confrontation des expériences, ce que d'ailleurs vous faites aujourd'hui, et vous me donnez l'occasion, et je vous en remercie, de vous faire part des quelques expériences que nous pouvons vous faire partager à la lumière de notre regard national. Merci et félicitations pour l'organisation de ce séminaire. Merci beaucoup.